Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Michel Pouzol, Philippe Bilger et Laura Tenouji. Les Français, au 1er janvier, seront à peu près 66 733 000 habitants, estimation de l'INSEE, qui a dévoilé les chiffres justement qui concernent les différentes villes de France, les différentes régions de France. Où les Français vont-ils s'installer? Où est-ce que les Français ont-ils tendance à s'en aller justement? Quelles sont les villes que les Français ont tendance à quitter? Justement, vous découvrez, vous êtes de plus en plus nombreux, ou plutôt que vous continuez à vous installer en majorité dans le sud du pays. Pourquoi pas? Est-ce que vous les comprenez, ces Français qui migrent dans le sud? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio et pour l'instant vous répondez oui, vous les comprenez à 55% d'entre vous. Tout de suite on accueille notre invité. On dirait le sud. Tu voudrais retourner dans le sud, là où tu es né? Moi j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins. Vous préférez sans doute Montpellier. Salut à vous Montpellier. Il est avec le nord. Au nord, bien plus au nord. C'est à quoi se planter ça? De toute façon on dit le nord. Selon comment on est tourné ça change tout. Tu sais, le sud c'est pas aussi mieux que le nord mais c'est vraiment bien aussi. Chez le nord. On dirait le sud. Hommage à Michel Galabru qu'on vient d'entendre aussi, qui nous parlait du Nord dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Effectivement, les Français ont tendance à quitter plutôt le Nord-Est et aussi certaines régions rurales un peu dans le Sud, comme cette fameuse diagonale du vide. C'est ce que va nous expliquer notre invité Jean-Luc Richard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Rennes. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur un sujet qui est votre spécialité. C'est notamment l'immigration. L'immigration extérieure ou l'immigration intérieure, comme ce qui nous intéresse. J'aimerais que vous nous disiez quelles sont les villes qui attirent le plus d'habitants en ce moment en France. Ce sont généralement plutôt d'ailleurs des agglomérations, des pôles urbains plutôt que des villes au sens strict, puisque souvent le cœur de l'agglomération, la ville-centre, ne gagne pas forcément beaucoup d'habitants parce qu'elle est déjà densément peuplée depuis longtemps, mais c'est les deuxième, troisième couronnes, comme on dit, qui gagnent beaucoup d'habitants et qui font que les agglomérations, les grandes agglomérations comme Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier gagnent beaucoup d'habitants. Quelle est la raison, quel est le point commun entre Nantes, Bordeaux, Toulouse et Montpellier? Qu'est-ce qui fait que les Français y vont? Alors ce sont des villes qui sont perçues comme étant des villes ni trop grandes ni trop petites. Ce sont souvent des villes qui sont entre la 6e et la 15e place du classement Marseille, des villes. C'est pas Lyon, Marseille, Paris, mais c'est plus gros que Saint-Étienne ou Brest, par exemple, qui sont aux alentours de 150 000 habitants. Ce sont des villes avec des pôles universitaires forts, plusieurs universités historiquement, dont plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Un arrière-pays souvent qui est considéré comme relativement préservé, calme, ensoleillé. Beaucoup de ces villes sont pas très loin de la mer, Montpellier, Bordeaux, Nantes, donc ça contribue à ce qui est plusieurs facteurs d'attractivité et un coût de l'immobilier qui reste plus modéré que dans les plus chères de nos agglomérations. Et si on compare ces villes à des villes de la même taille ou de la même importance, mais qui ne sont pas dans la même région, prenons par exemple Lille ou Strasbourg, est-ce que les Français ont tendance à y aller aussi? Ils y vont moins? Pourquoi y vont-ils moins? Les Français y vont. Si on regarde sur les cartes que l'INSEE a publiées ce matin, ce sont des agglomérations qui apparaissent en rose sur les cartes. Donc ça mais augmente en rose clair. Voilà. Alors que quand on regarde Nantes, Montpellier en particulier, on a du rose très foncé ou du rouge sur la carte. Donc ça veut dire que la croissance est plus forte. Qu'est-ce qui fait que Strasbourg ou Lille, par exemple, attirent moins que Montpellier d'après vous? C'est la mer simplement? Alors, historiquement, c'était des endroits qu'attirer, parce que Lille et Strasbourg sont quelque part tout près de ce qu'on appelait la banane bleue de croissance démographique historique en Europe, qui va du milieu de l'Angleterre jusqu'à Londres, puis ensuite la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas, la partie ouest de l'Allemagne et le nord de la Suisse, et même, une fois que les Alpes sont passées, le nord de l'Italie. Donc historiquement, c'est des zones de forte densité de population et des grosses conurbations. Mais depuis quelques dizaines d'années, et il apparaît que c'est depuis 1960 que c'est net, il y a une petite infographie sur Twitter qui a été diffusée aujourd'hui qui montre comment le barycentre de la population de la France va vers le sud de la France depuis 1960, parce qu'il y a cette tendance vers l'héliotropisme, c'est-à-dire l'attraction vers les zones ensoleillées, l'attractivité de ces zones. Et il est clair que la moitié sud du territoire est plus en croissance démographique que la moitié nord. Et c'est pas d'ailleurs une exception française, on y reviendra peut-être aussi. Vous qui nous écoutez sur
Sud Radio, vous aurez peut-être l'impression que nous ne parlons que des grandes villes. On parlera aussi de territoires ruraux qui ne perdent pas tous d'ailleurs des habitants. J'aimerais d'abord qu'on aille du côté de Montpellier quand même, au 0826 300 300. Bonsoir à vous, Laurence. Oui, bonsoir. Alors, je suis dans cette zone un peu périurbaine par rapport à Montpellier, mais effectivement, je suis parfaitement consciente de l'avantage d'avoir le soleil, du fait d'être à proximité d'une ville étudiante, donc très vivante culturellement. Il y a beaucoup de festivals, il y a des théâtres, il y a Montpellier Danse. Il y a aussi la mer, mais il y a aussi l'arrière-pays avec les Cévennes, avec le coin du Salagou, avec l'Égual qui est à 2 pas avec de la neige. Donc, c'est quand même très, très attractif. Le cadre de vie est très attractif. Maintenant, pour ce qui est de l'immobilier modéré, je ne le vis pas comme ça, parce que je trouve que c'est cher et ça monte très très vite. Moi, en une vingtaine d'années, le prix de ma maison a triplé. Ah oui, quand même. Donc la valeur. Donc c'est quand même pas rien, alors que on nous fait payer assez cher le soleil puisque les salaires ne suivent pas forcément. Parce qu'il y a quand même une face cachée à ce côté agréable, c'est que si vous avez beaucoup, par exemple, de population qui arrive, vous vous trouvez pour vos enfants avec des classes surchargées, avec des classes quelquefois où il n'y a pas de remplaçants, puisque on a supprimé des postes pour créer les CP dédoublés dans les banlieues moins nobles de ces zones-là, de ces villes-mondes, et Montpellier est un peu typique de ces villes-mondes. Et puis vous vous trouvez avec un équilibre qui se fait autour de zones très favorisées, mais aussi de zones très défavorisées. Christophe Guilluy l'a très bien démontré. Et donc vous pouvez vous trouver, quand vous arrivez par exemple à minuit en cœur de ville à Montpellier, à la gare, parce qu'on est sur la zone, le trajet du TGV, donc ça aussi c'est très positif, mais quand vous arrivez tard et que vous êtes en cœur de ville à Montpellier, moi je me suis trouvée avec 2 jeunes étudiants qui venaient pour des échanges canadiens et qui ne parlaient pas français, qui m'ont demandé si est-ce que c'était le quartier normal de Montpellier, parce que vous aviez ils étaient absolument terrorisés. Moi je n'y faisais pas attention parce que j'ai l'habitude d'arriver par ce TGV, donc je ne prête plus attention au fait qu'il y a des mineurs non accompagnés qui tournent, au fait qu'il y a des zonards alcoolisés qui se font battus. C'est une grande ville qui a ses coups-gorge comme de nombreuses grandes villes. Comme de nombreuses grandes villes, on retrouve les désavantages. J'ai juste une question pour vous aussi, Laurence, vous êtes enseignante, vous m'avez dit. Est-ce que vous êtes originaire de cette région de Montpellier ou au contraire vous étiez venu d'ailleurs? Vous avez choisi d'aller à Montpellier? Non, alors moi c'est très paradoxal, je ne viens pas de très loin, je viens des Cévennes, je viens du Nord par rapport. Bien sûr. Je viens du Nord quand même. Mais j'ai cherché du travail partout en France et le hasard a voulu, je n'ai pas toujours été enseignante, que j'en trouve à Montpellier. Donc du coup j'y suis restée. Mais j'étais prête à bouger pour des raisons de difficulté à trouver de l'emploi. Parce que je suis économiste de formation. Mais c'est pas si simple que ça. Le Sud, on a le soleil, oui, mais on n'a pas toujours les salaires et tout ça. Est-ce que dans la notion de qualité de la vie qui recoupe un petit peu tous les éléments que vous avez évoqués, les facteurs de sécurité et d'insécurité jouent leur rôle? C'est à moi que vous posez la question. On peut imaginer que oui. Je pense que les gens, lorsqu'ils font des choix de logement, quand ils ont la possibilité de faire le choix, parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, cherchent à trouver les endroits qui leur paraissent les plus sûrs. Maintenant, Montpellier n'est pas la ville la plus sûre de France et elle est attractive. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de prix modéré de l'immobilier, bien entendu, c'est en forte croissance dans ces grandes villes, mais il est clair que, et l'actualité des derniers mois le montre, il y a aussi une population issue de la région parisienne qui aujourd'hui réfléchit beaucoup à s'installer dans ces grandes villes, justement parce que le prix de l'immobilier en Ile-de-France, alors lui, atteint des records et des sommets. Et la surface habitable est de plus en plus petite. Et que c'est terrible à dire, mais 4 000 € le mètre carré pour les habitants d'Île-de-France, c'est pas beaucoup, alors qu'on est bien d'accord qu'en région, c'est beaucoup. C'est pas mal. J'aimerais qu'on remercie quand même Valérie qui était avec nous, Laurence pardon, qui était avec nous depuis Montpellier. Merci à vous d'être intervenu au 0826 300 300. Profitez bien de Montpellier. Il n'y a pas que le soleil, vous avez raison. C'est une ville quand même qui est sympa et la région est magnifique. Profitez-en, ma chère Laurence. Laura Tenouji, vous êtes en direct de Nice. Tiens d'ailleurs, Jean-Luc Richard, en un mot, est-ce que c'est une ville qui attire toujours aussi les Français ou pas? Oui, il y a une attractivité, mais qui est en légère baisse parce que c'est cher ou parce que effectivement, on atteint des niveaux de prix immobilier élevés avec une pression sur des logements qui serviront en résidence secondaire
ou pour les nouvelles formes de location de particuliers multipropriétaires, on ne citera pas de nom. Voilà. Et donc, on peut imaginer aussi qu'il y a de nouvelles tendances dans les mobilités désirées des Français, qui est de rejoindre une grande ville qui est peut-être plus proche de leurs origines régionales, familiales. Avant, les Brestois, ils se posaient pas de questions, ils allaient jusqu'à Paris. Maintenant, ils voient Gare Montparnasse, où ils s'arrêtaient juste avant à Montigny-le-Bretonneux ou à Voisin-le-Bretonneux. Et c'est pas par hasard que ces villes s'appelaient ainsi. Alors que maintenant, des agglomérations comme Rennes et Nantes peuvent attirer. Et ça, c'est vrai que le dynamisme de Nantes est important. Est-ce que vous confirmez cette impression chez vous, à Nice, Laura ? Non, mais j'ai été au courant de ces chiffres, mais je sais que la façon dont on s'est calculé est assez particulier, parce que c'est sûr, moi je vois beaucoup de gens venir à Nice de Paris. Alors je sais pas, voilà, autour de moi j'ai plein de jeunes couples de Parisiens qui s'installent à Nice, et je pense que c'est vrai, ce que disait l'auditrice, c'est pas uniquement le soleil, c'est le soleil. Effectivement, il y a une qualité de vie, et la montagne à 1h15. Quand on pourra y accéder, il y a le sourire. Franchement, ce qui est agréable, c'est que je me partage entre Paris et Nice, mais il y a moins de stress, et donc vous allez dans les commerces, les gens ont le sourire, il y a une joie de vivre. Nice, c'est la région Nice, je parle pas que de Nice, et effectivement là où je rejoins ces chiffres, c'est que c'est pas des gens qui vont venir forcément s'installer à Nice intramuros, mais dans la métropole, et pourquoi pas en campagne. Et je disais, on va attendre les chiffres de 2021. Alors là, effectivement, les chiffres qu'on a nous disent les gens viennent plutôt dans le sud, mais je vois de plus en plus de Parisiens aller aussi en Bretagne ou à la campagne. C'est vrai aussi. Et je pense qu'il faut attendre un petit peu, parce que le confinement a fait changer totalement la vision des choses, et le temps que ces personnes trouvent le bon logement, le bon endroit où vivre, mais je vois de plus en plus de gens s'installer aussi en milieu rural et fuir les villes. Vous avez dit le mot Bretagne, Jean-Luc Richard a tressailli, il va vous expliquer pourquoi dans un instant. On va aussi parler de la France rurale. Moi j'ai grandi à la campagne, mais effectivement pour être journaliste radio, j'ai dû aller travailler en grande ville. C'est à peu près ce que nous disait aussi notre auditrice Laurence depuis Montpellier, qui avait grandi dans les Cévennes. Mais d'abord effectivement la Bretagne, pourquoi elle est pas dans le sud, mais elle est à la côte, Jean-Luc Richard? Oui, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la moitié nord actuellement qui sont attractifs et qui ont une croissance démographique forte. Alors, il y a la Côte d'Or et le Doubs dans la région Bourgogne-Franche-Comté, avec en Pontarlier-Besançon où il y a une forte croissance démographique, c'est lié au travail frontalier avec la Suisse. Il y a l'agglomération de Dijon qui s'en sort bien, mais sinon c'est clair que dans la moitié nord, sinon il faut aller du côté de la Bretagne. Voilà. Et en particulier l'île-et-Vilaine où la croissance est forte. La Bretagne a gagné 76 000 habitants là en 5 ans. C'est beaucoup. Alors d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de vous dire que les chiffres dont on parle, qui ont été publiés aujourd'hui, c'est les chiffres qui concernent la période 2013 à 2018. Tout à fait. Puisque les textes réglementaires prévoient que l'INSEE doit publier en fin d'année N, alors disons N égale 2020 là, les chiffres de N-2, c'est-à-dire du recensement qui a eu lieu en janvier 2018. Ce qui nous permet aussi d'avoir des chiffres précis et sûrs que l'INSEE voilà, avec 2 ans de décalage. Exactement. Sachant que dans quelques jours, l'INSEE publiera par contre au niveau nationale, une estimation macro pour la population de la France, tenant compte de l'année 2020 très particulière qu'on vient de vivre, qui, bien sûr, se caractérisera par 60 000 morts de plus par rapport aux autres années en moyenne. Et puis, il y aura peut-être, mais ça, on le saura que dans 2 ans, des petites variations sur les flux de destination des populations. Il y aura eu moins de déménagements, moins de mobilité en 2020 à cause des confinements. Et puis, il y aura peut-être de nouveaux mouvements migratoires vers justement cette moitié ouest de la France qui est moins touchée en plus par l'épidémie. J'aimerais qu'on parle de la campagne, notamment avec vous. Il y a certains départements, y compris dans ce qu'on considère être le sud, le nord du Massif central, par exemple, qui a tendance à se dépeupler. La Dordogne a tendance à perdre des habitants. Pourquoi ? Il y a 20 départements qui perdent des habitants. Alors ce sont souvent des départements où il n'y a pas moyen de fixer un nombre important de jeunes pour leurs études. Il y a des départements où il n'y a pas d'université, où il y a éventuellement que 1 ou 2 IUT. Or, maintenant qu'on a 65% des jeunes comme tiennent le bac et qui poursuivent des études supérieures, c'est pour ces départements une difficulté. Donc ensuite, il faut avoir une fac ou un IUT si on ne veut pas que son département se dépeuple. C'est clair que c'est un élément important en aménagement parce que ça fait venir aussi des professions intellectuelles supérieures, des universitaires, des chercheurs. Évidemment. Ça peut favoriser la création de quelques entreprises innovantes dans le domaine des technologies. Donc il est clair que c'est un élément important. Mais sinon, il y a aussi les niveaux de fécondité qui peuvent jouer un rôle. Il est clair que le quart sud-ouest de la France, le plus rural, c'est d'ailleurs depuis 2 siècles,
un département de basse fécondité. On fait moins d'enfants dans le Périgord dans le quart sud-ouest de la France depuis 2 siècles. Quoi ça s'explique ou pas? C'était avant, sous l'Ancien Régime, déjà il y avait le droit d'aînesse et on privilégiait l'aîné au moment de l'héritage. Et pour éviter de diviser les domaines viticoles, les terres agricoles ou l'exploitation familiale, y compris le bâti, eh ben on avait moins d'enfants. On faisait en sorte de tout donner à l'aîné, plutôt le garçon d'ailleurs, alors qu'en Bretagne on donnait aussi aux filles. Et puis on faisait en sorte que les cadets ils aillent dans l'armée ou dans les ordres religieux et les filles aussi éventuellement pour vraiment permettre la transmission. Alors qu'il y a d'autres régions où par tradition on faisait un partage égalitaire. S'il y avait plus d'enfants, ben on donnait un peu moins à chacun. Voilà. Et du coup, ces tendances lourdes, c'est très important quand même, expliquent peut-être en partie pourquoi on fait moins d'enfants traditionnellement dans le sud-ouest. La géographie de la fécondité a une grande stabilité dans le temps, elle évolue un peu. Et puis, même si c'est moins vrai, il y a eu des périodes, il y a 20-30 ans aussi, où on a vu que dans les zones rurales, la fécondité baissait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de crèches, d'écoles maternelles. Alors, il y a beaucoup de gros efforts qui sont faits dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, les territoires ruraux qui s'en sortent, c'est parce qu'ils font aussi cet effort pour attirer des jeunes familles, des jeunes couples avec enfants, pour qu'ils puissent travailler et mettre des enfants dans des crèches parentales, associatives, communales ou privées. Effectivement. Michel Pouzel. Oui, non, mais je trouve ces chiffres intéressants. Je crois qu'on pourrait toujours aller un peu plus loin dans le détail, mais on voit bien qu'il y a une partie de notre pays qui n'est pas en voie de désertification, mais où on trouve plus de services publics, où les hôpitaux ferment, les hôpitaux de proximité, voilà, la fameuse diagonale du vide qu'on appelle, et donc c'est des situations qui vont pas se renverser. Je pensais à l'Allier, vous parliez du Bourbonnais, qui avait 3 villes équidistantes, Montluçon, Moulins et Vichy, si je me trompe pas, où l'une était industrielle, l'autre était administrative et la troisième était, je ne sais plus, historique, on va dire. Et bien, ces 3 villes ont connu le même dépérissement au même moment. Les services publics se sont délités, l'industrie a fermé ses portes, et finalement, on a 3 villes qui sont pas loin l'une de l'autre, mais qui n'ont plus de dynamique qui les porte. Et qui n'attirent plus. Et qui n'attirent plus, et qui sont trop éloignées pour être une espèce de métropole potentielle. Donc voilà, effectivement, moi, on le voit. Et bizarrement, moi, je vois ma ville d'origine, Clermont-Ferrand, où je me souviens quand je suis arrivé à Paris il y a 30 ans, quand vous parliez de Clermont-Ferrand, vous parliez d'aller en enfer tellement c'était... Et je suis très étonné de voir des gens qui s'y installent, qui y arrivent, qu'elle devient attractive. D'abord, elle a beaucoup changé. On voit qu'il y a tout un mouvement différent qui se crée là-dessus. Et oui, je suis pas très très étonné. Et puis honnêtement, la vie en Ile-de-France, notamment, devient quand même de plus en plus compliquée pour de plus en plus de gens, dans la réalité et dans le ressenti. Parce que les deux vont de pair, les transports, la sécurité dont vous parliez, la propreté parfois, la surhabitation. Donc oui, ça donne le cadre de vie. Le cadre de vie. Et puis les prix. Enfin, ce que vous disiez, c'est le prix de l'immobilier en Ile-de-France, c'est de la folie. Moi, tous mes amis, quand ils sont partis en province, ils étaient ravis d'avoir des biens extraordinaires par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir à Paris, quoi. Alors peut-être plusieurs aspects auxquels on pourrait vous faire répondre. D'abord, on a l'impression à chaque fois qu'on parle de l'immigration intraterritoriale, il n'y a que les Franciliens qui quittent leur ville ou qui quittent leur région. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui très peuplées aussi qui ont tendance d'où on a tendance à partir s'installer vers le sud ou ailleurs? Il est clair que actuellement la région Grand Est connaît des zones de légère décroissance démographique. C'est pas beaucoup, c'est 1 pour 1000 des habitants perdus en 5 ans. Ça veut dire que là où il y avait 1000 habitants en région Grand Est il y a 5 ans, il y en a 999 5 ans plus tard. On est à ce niveau-là, on est à moins 0,1. Donc il n'y a pas énormément de différence. Donc c'est pas énorme, c'est plutôt une stabilité finalement. Parce que quand on regarde par rapport à il y a 20-30 ans, l'exode rural, en termes nets, il a beaucoup baissé. Il y a 40 ans, en Bretagne, il y avait tout le centre-Bretagne qui perdait des habitants. Et puis, à partir de l'exploitation des recensements de la fin des années 90, j'avais fait une étude en 2000 sur la Bretagne, j'avais vu que sur les 1300 communes, il n'y en avait plus qu'une dizaine qui perdaient des habitants. Les autres sont globalement dans la stabilité, et on a eu 13 ou 15 000 Britanniques qui sont arrivés s'installer au centre-Bretagne. Et il y a d'autres endroits du sud-ouest où des Britanniques se sont installés. Donc, on a une attractivité, mais c'est vrai que la région Grand Est a des pôles à la fois de croissance, on en a parlé, et puis de décroissance. Alors, le risque, c'est quand on a des élus locaux qui, pour des raisons politiques, souhaitent pas que la population change trop et font le pari, finalement, d'un conservatif, d'un sous-développement presque. Moi, j'ai bien connu des élus notables locaux de certains départements ruraux français qui me disaient, mais
on veut pas que la société change trop parce que c'est notre bastion électoral, c'est notre garantie. C'était dans quelle région ? Le département de la Manche. Le département de la Manche, par exemple, en Normandie. Parce que je suis moitié breton, moitié normand, et donc du coup, je connaissais pas mal, pour des raisons personnelles et familiales, des notables locaux normands, conseillers départementaux, sénateurs, et ils voulaient pas que les habitants voulaient pas que Saint-Lô devienne une agglomération forte et attractive, surtout que électoralement, il y avait déjà Cherbourg. Ça aurait été dommage effectivement de donner des enfants aux jeunes habitants de la Manche. C'est quand même dommage. Une forme de conservatisme, exactement, mais qui n'est pas forcément en termes d'orientation politique. Vous avez des gens du même bord politique qui faisaient des choix différents dans d'autres territoires ruraux. Effectivement, merci à vous en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio, cher Jean-Luc Richard, professeur de démographie à l'université de Rennes. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. C'est toujours passionnant la démographie. Et puis on pourrait encore en parler. D'abord, les exemples sont infinis.